Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler encore une fois d'immobilier, mais cette fois-ci, un ami à moi ici, Sébastien, qui nous parle d'immobilier aux États-Unis. On va voir pourquoi est-ce que s'il n'a pas investi forcément en Thaïlande, pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix des États-Unis, et voir un petit peu les spécificités du marché états-unien. Ça fait journaliste comme ça, ça fait bien, hein. T'as vu le ton de la voix et tout. Donc vous savez que moi j'investis en Thaïlande, en Chine, j'ai une vision personnelle ici qui est d'investir aussi le long des routes de la soie, tu vois, pour les tendances et pour la prise de valeur des différents biens aussi sur le moyen long terme. Et donc j'aimerais bien un petit peu voir ton avis. Pourquoi est-ce que tu as choisi les États-Unis? Est-ce que le marché thaïlandais t'intéresse? Mais surtout parler aujourd'hui donc des États-Unis. Pourquoi ce choix des États-Unis? Comment ça fonctionne l'immobilier aux USA? Waouh. C'était donc ma réponse. Est-ce que je prends le micro? Je prends le micro. Je vais dans l'ordre. Est-ce que le marché de la Thaïlande m'intéresse? Est-ce que je m'y suis intéressé? Je ne m'y suis pas encore intéressé, mais il m'intéresse parce que je vis ici. Pourquoi les États-Unis, l'investissement là-bas? Pour produire du dollar. Je pense que c'est une monnaie très importante et intéressante, surtout quand tu vis à l'étranger. Et aussi parce que c'est un marché que je qualifie de fluide. Alors fluide pour moi c'est quoi? C'est facile d'acheter revendre. Très très facile et rapide. Et pour nos amis européens qui nous écoutent, il n'y a pas de gros frais comme on peut l'entendre en France. En France je crois que c'est 10% peut-être à peu près. Je suis belge moi. Voilà, en Belgique c'est 12% et demi, t'imagines, du prix d'achat. En Floride on est plutôt sur quelque chose qui va tourner entre 1,2 et 2,6% de frais qui seront dédiés à l'achat. Donc ça c'est pourquoi j'ai choisi la Floride. Alors tu m'en veux pas, j'ai oublié le reste. Au niveau du marché états-unien, comment ça fonctionne l'immobilier globalement aux États-Unis et pourquoi la Floride? Pourquoi la Floride? Parce que c'est un État aux États-Unis qui est très très accessible par rapport à l'Europe, par rapport au Canada et par rapport aux retraités qui veulent vivre dans ce climat, on va dire, c'est un super climat tropical, 30 degrés toute l'année. C'est ce qui en fait vraiment une destination favorite pour tous ces gens qui ont envie d'investir pour leur retraite ou qui ont envie de venir juste 6 mois par an, je pense aux Canadiens. Mais aussi, voilà, par rapport à l'Europe, Paris, Bruxelles ou même par rapport à l'Espagne, c'est très facile, en 8h, 9h, t'y es. Et c'est très simple d'accès. C'est pour ça que j'ai investi là-bas, parce que c'est un marché particulièrement dynamique pour ça. Tu vois, c'est un peu comme tu reparles de la France, hein, par exemple, le sud de la France, c'est toujours un marché qui est un petit peu particulier par rapport au fait qu'il fait beau, etc. Il y a un petit peu une ambiance. La Floride, c'est ça. Ça évoque ça aux Canadiens, aux Français. Beaucoup de Français investissent là-bas. Moi, pour ma partie, belge, luxembourgeois aussi. Et aussi d'autres Américains qui préparent un petit peu une retraite douce en Floride. D'où ce marché qui est très fluide, très rapide dans l'achat, dans la revente, mais aussi qui permet aux villes de la Floride c'est très grand, qui permet aux villes d'avoir énormément de potentiel de développement. Quand j'entends le développement, c'est pas forcément dans les développements immobiliers, bien qu'il y en ait énormément, mais c'est aussi dans les développements de centres commerciaux, d'écoles, c'est très créateur d'emplois. Je fais référence à une ville, par exemple Miami-Dade, qui a développé un centre commercial énorme, 3 milliards et demi, je crois, quelque chose comme ça, qui va apporter pratiquement 8000 emplois directs, c'est 14 000 emplois directs et indirects. Quand tu te positionnes sur cette ville-là, un tout petit peu en avance, et que tu investis, tu as compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. C'est ça qui fait que je suis sur la Floride plus particulièrement. Et puis les rentabilités aussi. On va en parler. Je te pique le micro. On va en parler des rentabilités aussi, justement. Au niveau donc de la Floride, du coup, c'est pas que Miami pour toi, effectivement. Les gens ont tendance à penser que la Floride, c'est Miami. Ah non, moi pour être franc, le truc qui se passe, c'est que... ouais, ça on le dira pas. Ouais. Moi pour être franc, le truc qui se passe, c'est que... on va en parler aussi, j'accompagne des gens pour l'investissement en Floride. Et j'ai 3 gros acteurs. Nord-Est Floride, Sud-Est Floride. Alors quand je dis Sud-Est, c'est à la limite des Keys.
C'est ce que j'appelle le sud-est, et le centre-ouest Floride. Et la Floride, effectivement, c'est pas que Miami. Moi, j'ai investi sur Saint-Pétersbourg, sur Orlando, sur au-dessus d'Orlando, Merritt Island, etc. Tu vois, c'est des choses qui parlent déjà plus, je pense. Et les gens ont tendance à croire que voilà, c'est Miami. La Floride, c'est Miami. Non, la Floride, c'est plein de microcosmos comme ça, tout autour de la Floride, à l'ouest, à l'est, au nord, autour d'Orlando. Miami, bien sûr, mais il y a tellement de bonnes affaires à faire ailleurs. Tout à fait. Ouais, vraiment. Donc c'est pas que Miami. Ah oui, tout à fait. Et justement, comme la plupart des gens ils pensent qu'à Miami, je suppose qu'aussi pas mal de bonnes affaires sont à faire en dehors de Miami, parce que sinon tout le monde y est, quoi, tout simplement. Et on se retrouve aussi au niveau de ce qui est développement, on en reparlera après aussi, mais là on visitait des villas la dernière fois, c'est pareil, tu vois. On a des villas ici au sud de Pattaya qui se construisent, et on sait déjà qu'il y a un mall, un centre commercial qui va se construire à côté. Tu sais que ça va prendre de la valeur. Mon gros investissement en Chine, le premier gros appart que j'ai acheté en Chine, c'est pareil. On a acheté ça en face du nouveau centre-ville qui était en train de se construire avec maintenant des gratte-ciel et tout ça. Ça a doublé de valeur, quoi. Donc c'est intéressant aussi la façon dont tu perçois le marché. Et justement, quel genre de bien du coup tu recommandes? Est-ce que toi tu achètes du neuf, de l'ancien? Donc ça c'est la première question. Et deuxième sous-question, c'est le ticket d'entrée. Par exemple, ici en Thaïlande, tu vas arriver avec un billet d'entrée de 50 000 euros, par exemple, tu trouves de quoi te lancer. Est-ce que toi, le ticket est aussi bas, plus haut? À combien est-ce que tu fixerais le ticket d'entrée? Quelqu'un qui se dit, voilà, moi je voudrais investir aux États-Unis, pourquoi pas en Floride? Combien est-ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai assez déjà? Excellente question. Vraiment, si pas la question, c'est la question. Excellente question. Investir dans du neuf en Floride, aujourd'hui, ça devient compliqué. Parce que tout le monde est débordé avec ça. Il y a plein de nouveaux projets neufs qui sont en train de se mettre sur le marché, mais qui sont encore un petit peu trop concentrés autour de Miami, Boca Raton, etc. C'est pas encore vraiment partout. Donc du coup, t'achèteras toujours, en tout cas moi c'est ce que j'achète, t'achèteras toujours du seconde main. Ça c'est aujourd'hui. Je dis pas que ça sera la vérité dans 2-3 ans, mais aujourd'hui tu achètes du seconde main, c'est presque sûr. Quel type de bien? Moi j'en propose deux. Je fais pas dans le business, en tout ce qui est location, locaux commerciaux, etc. Je fais pas. Du condo, donc l'appartement, ou de la maison. Le condo, je vais le proposer en ticket moyen à 80 000 $. À des gens sur qui ça sera un premier investissement. Pourquoi? Parce que t'as rien à gérer. Il y a les HOA aux États-Unis qui sont équivalents des charges de copro, hein, on va dire ça comme ça. Et ça englobe tous les frais qui sont liés aux réparations éventuelles, aux prévisions, aux planifications, etc. Donc tous les gens qui sont pas dans l'IMO proprement dit, à savoir comment planifier des réparations, repeindre des façades, faire un toit, des choses comme ça, c'est très facile pour eux. Donc pour des gens qui sont novices mais qui veulent faire fructifier un patrimoine, ça c'est très bien. Pour d'autres personnes qui cherchent une rentabilité plus importante, je conseille de la maison. De la maison, on va être sur du ticket moyen un peu plus élevé, 170 000 $. Il faut compter à peu près ça. On peut trouver des bonnes affaires à 150 000, mais ça restera quand même sur du 170 000 $ pour avoir un truc sympa. Et là, on aura des rentabilités plus élevées. Parce que tu n'as pas les HOA et parce que tu vas planifier toi-même avec ton agent, ton contracteur. Il y a des conseils pour ça aussi. On le fait. Tu planifieras toi-même tes travaux. On a un petit truc, c'est un petit peu plus récent, qui est quand même réservé, je veux dire, à les investisseurs aguerris. Pourquoi? Placer son argent, c'est bien. Mais il y a certains modèles qui font que, dans la vie, tu peux avoir besoin de ton argent. Donc il faut savoir si tu vas vouloir le sortir rapidement ou pas rapidement. Quand moi je conseille les gens, quand je suis en Skype avec eux, quand je commence à regarder un petit peu et analyser leur profil, j'essaye de comprendre comment ça va se passer. Parce que si quelqu'un investit 80, 100, 150 000 $, mais qui me dit peut-être l'année prochaine je pourrais en avoir besoin, ça marche. Mais ça devient presque inutile, tu peux perdre de l'argent ou quoi, c'est un petit peu dommage. Donc pour les investisseurs un peu plus aguerris, j'ai une troisième chose qu'on fait depuis peu. C'est nous, avec mes partenaires américains, c'est nous qui achetons des multifamilies. Alors là, je vais rentrer dans les termes un peu plus techniques. Multifamily, c'est quoi? C'est un système, c'est un gros bâtiment où il y a entre 8 et 15, 16, 20 appartements. Et on achète le bâtiment complet. On achète ces bâtiments-là en dessous du prix du marché, des bâtiments qui sont souvent à réhabiliter. Et pendant 5 ans, on va garder ce bien-là, l'améliorer,
et 5 ans après, on va le revendre. Et là, on va sélectionner une dizaine d'investisseurs qui pourront rentrer à un ticket moyen de 50 000. Donc là, tu vois, c'est vraiment quelque chose de différent. Ils ont une rentabilité fixe, etc. Et là, on se positionne à 5 ans. On ne peut pas sortir avant. Donc ça, c'est deux choses différentes. Le condo, pour les gens non aguerris. La maison, pour les gens qui ont des petites notions un petit peu plus sur les rénovations, etc. Et l'autre aspect qui est vraiment purement investissement. Moi, je mets juste de l'argent et vous faites tout ce qu'il y a à faire. Mais par contre, il faut le laisser pendant 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois modèles d'investissement qui sont possibles de faire. Okay. Alors, je suppose que les taux sont variables au niveau des rentabilités, mais est-ce que tu pourrais nous donner une petite fourchette aussi concrète justement de, par exemple, la rentabilité du condo en moyenne, ou fourchette basse, fourchette hausse, de la villa et de ce genre d'investissement avec le ticket d'entrée à 50K? Bien sûr. Pour les 50K, c'est simple, c'est fixé à l'avance. 50K, tu rentres dans un projet commun avec une dizaine d'investisseurs à peu près. Là, tu es sur 7% de rentabilité et que tu vas toucher tous les mois pendant les 5 ans. Et après 5 ans, tu touches 30% de la plus-value du bâtiment. Ça, c'est le produit classique. Ensuite, au niveau des condos et des maisons, tu auras une petite différence, pas significative mais faible, entre le condo et la maison. La maison sera plus rentable que le condo. Sur Saint-Pétersbourg, centre-ouest Floride, on arrive aisément à du 9-10% de rentabilité. Net. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de gens qui disent « Ouais, 20%. » Ok, moi quand je te parle de rentabilité, c'est à chaque fois net. Mon calcul, j'enlève la gestion du bien, j'enlève tout ce qui est property tax, l'équivalent de la taxe foncière, j'enlève même une petite déductibilité, tu sais, pour prévoir un capital de travaux que je mutualise tous les mois, donc j'enlève même ça pour calculer ma rentabilité. L'assurance du bien annuelle et la comptabilité. Donc, imagine la rentabilité, c'est de la net quoi. C'est même pas de la net, c'est de la net au niveau rentabilité. Donc, on peut tabler sur du 9% sur cette région centre-ouest qui s'apprécie pas trop mal, 3,5, 5% par an. Une belle appréciation. Et d'un autre côté, on va être sur les maisons où on peut dépasser le 10%, on peut aller sur du 10,5, 11. Tu vois, c'est faible, mais tu maîtrises tes coûts différemment sur les maisons. Après, sur la partie Est Floride, on va plutôt compter sur du 7% net sur le nord-est et le sud-est. 7%, pourquoi? Parce qu'on achète légèrement plus cher sur cette partie-là. Quand je dis légèrement plus cher, c'est quand même 15 à 20% de plus que le centre-ouest Floride. C'est significatif, mais il faut savoir que c'est une côte c'est pas vrai fondamentalement parlant. Les gens, dans leur tête, pensent toujours que cette côte est plus accessible que la côte ouest, alors que c'est strictement pareil. Mais voilà. Donc du coup, il y a quand même toujours, tu sais, ce côté Miami, plage de Miami, l'Est, donc il y a une appréciation différente, ça se vend mieux, ça se loue plus vite, mais tu sacrifies un peu de rentabilité, entre 6 et 7% de rentabilité là, net. Voilà. Si tu n'as pas utilisé ton enveloppe de travaux ou des choses comme ça, eh bien, tu peux espérer faire du 8,5 parce que tu n'en as pas eu besoin, par exemple, tu vois. Mais moi, je prévois toujours et j'essaie de faire les choses au mieux. C'est quand même incroyable des taux comme ça aussi par rapport à ce qu'on a par rapport au placement en France et tout ça, quoi. C'est toujours dingue, moi, ce que je vois, ce qu'on fait en Thaïlande, ce qu'on fait en Chine et ce que tu fais aussi, quoi. Il y a tellement de possibilités. Au niveau donc on parlait de la location juste à l'instant, des condos, des villas et compagnie. Tu les loues comment? Elles sont louées par, je veux dire, de la location longue durée ou du Airbnb ou ce genre de choses? Et aussi, sous question, est-ce que tu fais aussi du marchand de biens, c'est-à-dire de l'achat-revente de manière un peu rapide? Tu vas de l'achat, tu dis que tu retapes, vous achetez des choses qui ont besoin d'être remis un petit peu en forme, et ensuite tu revends derrière. Est-ce que tu fais aussi ça? Que des excellentes questions, je tiens à souligner. Oui, excellente question. Je vais d'abord répondre à la deuxième. Achat-revente aux États-Unis, ça se fait pas. C'est pas quelque chose qu'on fait comme en France. Ça, c'est vraiment des pratiques très européennes. J'achète un peu entre guillemets une ruine, je retape, je remodule, etc. Aux États-Unis, ça ne se fait absolument pas. Pourquoi? C'est un marché qui est complètement différent. Les Américains n'ont pas les mêmes standards que nous. Moi, au début, dans mes appartements, j'ai voulu essayer de faire, tu sais, des dressings un peu plus européens, etc. Machin.
ils s'en foutaient. Au contraire, tu avais mis plein de cœur à le faire et les gens qui venaient louer, ça serait possible d'enlever juste le dressing. Il faut vraiment, quand tu vas investir dans un autre marché, aussi loin, il faut vraiment se mettre dans la peau des gens qui vont faire et comprendre ce qu'ils recherchent. Donc du coup, achat-revente, non, ça se fait pas. C'est-à-dire qu'une maison qui est ruinée, je m'entends, qui est à rafraîchir face à une maison qui a été rafraîchie dans le même quartier à 100 mètres d'intervalle, ça va être 5 000 $ de différence. Tu vas peut-être pouvoir la vendre plus vite, mais il y a des gens qui vont se dire moi je m'en fous parce que moi je préférerais rénover celle-là à mon goût plutôt que... Ça n'a pas cette notion, on n'a pas la notion achat-revente sur les États-Unis, c'est pas vraiment ça. D'autant plus que si tu achètes et que tu vends dans l'année, t'es fiscalisé. Alors que si tu achètes et que tu revends 2 ans après, t'es pas fiscalisé en termes de plus-value par exemple. Donc c'est pas très intéressant et ça ne se pratique pas. Il faut savoir aussi qu'on ne fait pas la même chose aux États-Unis que ce qu'on fait en France. En France, je prends un bien, je l'achète, je vais chez Leroy Merlin, je refais tout moi-même et je revends. Non, aux États-Unis, il y a des contracteurs qui font ça et on doit avoir des permis pour le faire. Tu peux pas te faire n'importe quoi sur une maison toi-même parce que t'es bricoleur. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, tu vois, c'est un principe qui fonctionne pas. Non, achat-revente, non. Ouais. Ça méritait en tout cas d'être développé. Sur l'autre point, comment je loue? Alors ça aussi, ça mérite de. Les Américains sont formidables parce qu'ils sont très 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 organisés. Les Américains, c'est du business. C'est business first. On fait du business. Donc on doit avoir des process et des choses qui marchent bien. Nous, chaque agent avec qui je travaille, on a nos gestionnaires. Quand tu as acheté ton appartement, c'est lui qui va mettre l'appartement en gestion. En gestion de location, long terme. Gestion de location long terme, tu vas être sur entre 15 jours et 6 semaines pour trouver un locataire, systématiquement. Sauf pendant la période de Thanksgiving, là il n'y a rien qui bouge pendant 2 mois, ça marche pas. Donc ça, c'est un marché qui va très vite. T'achètes, en 10 jours t'es closé, le système de notarial, 10 jours c'est fait, tu payes, t'es propriétaire, 6 semaines après t'es sûr que t'as un locataire dedans. Si tu l'as pas déjà en place. Location long terme, pourquoi? Parce que les États-Unis bloquent énormément Airbnb. Et tu dois avoir des quartiers très précis où tu pourras le faire. Il y a aussi un truc qui est très important. Si tu achètes un appartement, donc un condo, tu obtiens même la validation de la copropriété pour tes locataires. Et le Airbnb devient un peu interdit si ça n'a pas été validé par la copropriété. Pourquoi? Parce que ça dégrade, ça fout un peu le bazar, les gens qui sont là, qui vivent à l'année, ça les ennuie. Donc on a vraiment structuré les quartiers. Là tu peux faire du Airbnb, là tu peux pas, etc. Donc le Airbnb, c'est pas forcément moi ce que je fais. Je ne le fais pas, d'autant plus qu'aux États-Unis, et c'est sûrement un créneau à prendre, on te prend vite 30% pour gérer du Airbnb. Donc il faut absolument plutôt être là-bas pour le faire soi-même, par exemple. Mais moi, je suis plutôt sur le long terme, c'est beaucoup plus gérable. Donc le long terme, avec des locataires qui se trouvent très très vite, vraiment rapidement. Il faut savoir aussi, je développe cette petite partie-là, 2/3 du marché américain est locataire en Floride. C'est pour ça que c'est aussi dynamique. L'Américain n'est pas comme nous sur certaines choses. Il s'éclate, il consomme, il achète des bagnoles, des trucs, il va avoir un bateau, il a une autre notion de la propriété. Les Américains propriétaires aujourd'hui, c'est encore des gens qui sont peut-être un peu à l'ancienne, qui vont arriver à 65 ans, l'âge un peu de la retraite. Ils vont vendre leurs biens, acheter un mobil-home par exemple, faire tout le tour des États-Unis, et puis à 70 ans, 72 ans, quand ils ont épuisé le capital de vente, ils vont retourner dans la vie active, par exemple pour remballer des courses dans des petits magasins, des choses comme ça, et rencontrer des gens, et rester sociabilisé. Le concept de retraite aux États-Unis n'est pas forcément perçu comme nous on le perçoit. Donc tu vois, c'est nous en tant qu'Européens, Français ou Belges, c'est ma brique dans le ventre, tu sais, c'est j'achète ma maison que je vais garder jusqu'à ma retraite, etc. Non, là ici on parle pas du tout de la même chose, et on a 2/3 du marché qui est un marché locataire. Je sais pas si on a le temps, mais je peux peut-être développer un truc qui est super intéressant par rapport aux locataires. Il faut savoir que ton gestionnaire, quand il te trouve un locataire, donc il met ça sur un truc qu'on appelle le MLS, un site du gouvernement qui indique que ton bien est alloué. Donc c'est pas forcément ton gestionnaire qui va trouver ton locataire, c'est peut-être un autre agent. Donc il y a des milliers d'agents qui peuvent voir ton appartement, voir qu'il est alloué. Quand il est alloué, tu reçois les candidats
donc des applications, hein, et ces candidats-là, on a un credit score. Je me semble avoir vu des vidéos que tu as faites par rapport au credit score. Aux États-Unis, c'est pareil, le credit score va de 650 ou de 600, on me pardonnera je sais plus, 650 ou 600 jusqu'à 850. 850, t'es une bête, 600, tu démarres ou tu as fait des coups pourris. Les coups pourris, ça peut être quoi? Mauvaise conduite en véhicule, mauvaise conduite parce que tu as le criminal record qui est dessus aussi, t'as pas remboursé tes crédits, ou tu as fait des crasses à ton ancien propriétaire. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu prends quelqu'un qui a un crédit score de 800, par exemple, tu vas dire, ah, c'est bien. Mais en plus de ça, tu sais le nombre de crédits qu'il a, pour quel montant, et tu connais son salaire au cent près. Donc, tu vas dire, le gars, il a 6 crédits en cours pour 1 000 $ par mois, et il gagne 5 000 $. Ça, tu vas le savoir tout de suite. Tu peux pas louer à quelqu'un qui n'a pas au moins 2 ans de contrat fixe dans la même boîte. Donc, tu vois, ça place vraiment les choses assez sympas, et je fais très court avec ça. Par rapport à la France, la Belgique aussi, j'ai eu des problèmes comme ça à l'époque, parce que je faisais dans l'immobilier en Belgique avant aussi. L'éviction, la procédure d'éviction va prendre jusqu'à 1 mois seulement. Tu payes pas, le lendemain, tu as déjà un rappel pour dire pourquoi n'avez-vous pas payé. Ah, j'étais en retard parce que c'était férié, par exemple, je sais pas. Ah, d'accord, mais ça sera déjà, en fonction de l'agent, 25 ou 30 $ de prune, parce qu'avec le locataire, on a convenu le premier, pas le 2. Et ça arrivera une fois, pas 2. C'est comme ça qu'il fonctionne. 5 jours après, par exemple, tu n'as toujours pas payé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va te dire 1-1, c'est terminé. Maintenant, c'est soit le mois prochain, c'est le premier, ou alors dans 10 jours, tu es parti. Et ce sont des procédures légales qui vont très très vite. Et 1 mois après, tu as récupéré ton appartement et 2 mois de caution qui étaient versés. C'est pour toi. Voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. Et ça explique aussi pourquoi, la question du départ, pourquoi j'ai investi là-bas, parce que c'est rapide d'achat, rapide de vente, rapide pour trouver un locataire. Et un locataire qui t'enfume, ça n'existe pas. Non. Je crois que j'ai fait le tour là. Ouais, ça me touche beaucoup. Bon, il y a la question du crédit social, notamment chinois. Effectivement, je mettrai un lien vers mon autre vidéo. Mais là, ce que tu me dis aussi au niveau des mauvais payeurs et des soucis qu'on peut avoir aussi en France, notamment en Europe. Moi, j'avais commencé mon aventure immobilière en France. J'avais acheté une petite maison, je l'ai louée, il y a eu des problèmes. Voilà, ça s'est très mal fini, j'ai liquidé, maintenant j'ai plus aucun bien en France parce que justement à cause de trucs comme ça, quoi. Et en Thaïlande c'est pareil, tu vois, en Thaïlande on est aussi comme aux États-Unis, quoi. Quelqu'un qui paye pas, si tu le signales, il peut pas partir, tu vois. Il arrive à l'aéroport, il veut se barrer sans payer ou n'importe quoi, il se fait arrêter par la police et c'est bon, quoi, parce que t'as prévenu justement, tiens, mon locataire il a pas payé, quoi. Et c'est de la folie. En Chine c'est pareil aussi, quoi. Tu peux pas imaginer un locataire qui paye pas, c'est pas possible. Donc ouais, ça me touche beaucoup aussi et c'est très important, je trouve. D'autant qu'après ce qui se passe, c'est que si jamais cette personne-là a ce problème, n'imagine même pas comment il va trouver un autre logement après. Et là-bas, les loyers, on peut les fixer à la tête du client. C'est-à-dire que si la personne a un mauvais crédit score et qu'il a déjà eu des problèmes avec un locataire, on peut très bien lui dire, moi je vais te prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois de caution. Donc en général, c'est 2 mois, plus le premier mois, plus le dernier mois. Et en plus, lui dire qu'au lieu de 1 000 $, ça sera 1 200. Donc personne n'a intérêt à faire ça. J'ai jamais été confronté à une éviction. Jamais. Et les personnes qui ont été confrontées à ça, en 15 jours, la personne était partie. D'elle-même en général, en essayant de le faire à l'amiable. C'est très important parce qu'en tant qu'investisseur, tu as vraiment une gestion du risque et ça c'est très rassurant effectivement dans les investissements qu'on peut faire ailleurs qu'effectivement France, Belgique et compagnie. Ouais. Autre question qui me revient relativement fréquemment, c'est justement voilà, ce ticket d'entrée 50K, 80K, 170K. Est-ce qu'il y a possibilité d'emprunter ou est-ce que c'est mieux d'arriver avec du cash? Moi j'ai déjà évoqué dans mes vidéos que moi je paye cash. Je suppose, enfin je sais pas, tu vas me dire toi ce que t'en penses, emprunter en France pour acheter aux États-Unis, emprunter aux États-Unis pour acheter aux États-Unis ou cash. Qu'est-ce que t'en penses de cette question-là? Bon, je répète encore un peu, mais t'as vraiment des bonnes questions. Moi je préfère cash. C'est mon avis. Parce que quand tu te bacs sur un crédit, t'as toujours des comptes à rendre, t'as toujours ceci, cela. Mais, c'est dans le cas où t'en as. Les principes de levier, quand tu peux les utiliser, etc., fais-le, si tu veux. Bon, moi, c'est pas ma cam, je le fais pas. Moi, j'investis toujours en cash. J'essaie de prendre mes dividendes, les mettre de côté et de réinvestir à chaque fois en cash dans des produits. Je pourrais aller beaucoup plus vite dans mes investissements, mais je préfère ne pas opter pour cette chose-là parce que j'aime pas Mais donc, c'est possible. me mettre un peu une file à la patte. Par contre, c'est possible. De deux manières.
faire rapide. Si tu es français, belge ou luxembourgeois, en tout cas moi c'est le rayon sur lequel je travaille, tu as un bien dans ton pays d'origine qui est soldé déjà, qui n'est plus hypothéqué par quoi que ce soit. Donc du coup tu peux réhypothéquer ce bien-là et puis prendre cet argent-là et l'investir aux États-Unis. J'ai déjà eu plusieurs fois le cas. Les gens qui avaient par exemple seulement 50 000 euros de côté, qui ok, ça va me faire 60 000 $, qu'est-ce que je fais? Attends, rien. Donc du coup, ils remettaient une hypothèque sur quelque chose, ils arrivaient avec un ticket à 100, 110, 120, 130, et là, à ce moment-là, on pouvait faire quelque chose de sympa. Ça marche, ça se fait, tout à fait. Après, aux États-Unis, tu peux aussi. Nous, on a tous les contacts pour le faire, et ça se fait, je vais pas dire que ça se fait facilement, hein, parce que t'es étranger, t'habites pas aux États-Unis, donc il faut quand même que ça soit bien ficelé, qu'on sache qui tu es. Mais en général, quand tu possèdes 1 ou 2 appartements et que ça fait 1 an que tu les as et que tu peux démontrer que tu les as loués, alors trouver une banque qui va te refinancer l'appartement là qui est grévé de rien en fait, hein, il est baqué sur rien. Ils vont en général te prêter 70% de la somme. Oui, c'est ça, absolument, ouais, tout à fait. Pourquoi ils le font facilement? Quand je dis facilement, on s'entend, hein, tu vas pas à la banque pour dire bonjour, j'ai un appartement, vous me le faites. Non, il y a un dossier, etc. Mais ils sont en général très très bien acceptés. Pourquoi? Parce que tu payes pas 2 échéances. On sort du cadre européen où tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le Far West. Non. Tu payes pas 2 échéances, c'est pas compliqué. La banque, elle vient. S'ils valaient 100 000 l'appart et qu'ils t'ont prêté 70 000, leur but c'est de récupérer 70 000. Donc eux ils le mettent en foreclosure. Donc foreclosure c'est la vente forcée par bancaire. Ils viennent, paf, ils vendent, ils se récupèrent les sous. Et toi t'es grillé aux USA. Donc tu vois, on peut tous jouer, mais avec les règles du jeu. Tout le temps. Donc ça c'est possible. Donc tu vois, c'est pour ça qu'ils prêtent entre guillemets assez facilement si tu montres pas de blanche, parce qu'ils savent que derrière ils n'auront pas de problème à venir revendre le bien et récupérer leur argent dans les 2 semaines sans souci. Donc ils se disent s'il fait défaut, c'est lui qui va mettre dans la mouise, pas nous. Donc on récupérera notre argent. Donc oui, ça se fait, tu peux emprunter aux États-Unis. Attention, aux États-Unis, hein, les Français en tout cas ou même les Belges sont souvent choqués parce que quand t'empruntes aux États-Unis, c'est 5%. Un prêt hypothécaire versus des 1,4 ou 5 en France maintenant, ou même pas 1% en fonction des banquiers ou des courtiers. Mais il faut savoir qu'avec les rentabilités élevées que tu as, ça te permet quand même de pouvoir baquer quelque chose, un nouvel appartement. Moi, je prends l'exemple, tu as acheté un truc à 120 000 $, en 2 ans tu l'exploites, tu récupères 25-30 000 $ de cash, tu réhypothèques ce premier, tu prends 80 000 $, voilà, tu as racheté un deuxième, avec des loyers qui vont être à 1200, 1300, toi tu vas payer 600 ou 700, et voilà, ça y est, tu es parti dans une machine, dans un engrenage en tout cas de réinvestissement par le levier bancaire qui existe. C'est pas ma cam, moi je ne le fais pas, mais on aide des clients régulièrement à le faire. Ouais, absolument, ouais. Donc oui, ça existe. Ok, très intéressant. Mais du coup, moi, j'aurais tendance effectivement donc à conseiller d'investir cash aussi aux personnes qui nous suivent, ou au moins être sûr d'avoir des revenus derrière, un apport ou quelque chose. Tu vois, si tu fais de l'emprunt et que tu n'as rien derrière et que tu comptes uniquement sur la rentabilité locative, il y a quand même un risque. Encore une fois, on est sur la gestion de risque. Après, moi, c'est un conseil personnel. Je sais que vraiment en France, en ce moment, c'est à la mode en plus de faire du cash flow sur les crédits bancaires, ce genre de choses. Voilà, moi, je suis pas trop sur cette logique-là et après, j'aime pas non plus être dépendant des banques, bosser pour la banque tout simplement. Moi, c'est aussi une question de liberté, c'est personnel. Question suivante, au niveau juridique, est-ce que c'est simple? Tu nous as dit une dizaine de jours pour terminer un truc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'aspect juridique, de la gestion locative, de la gestion comptable et des taxes? Mais assez rapidement, parce que sinon ça va être trop long cette vidéo. Mais condenser un petit peu tout cet aspect paperasse, administratif que j'aborde particulièrement, par exemple. Dis-moi que c'est simple. Alors je peux pas te dire que c'est simple, c'est super simple. Oh, super. Je n'ai jamais vu un système, je parlais de fluidité au départ, je trouve pas d'autres mots. Fluidité, ça veut dire, rapide, facile, fluide, quoi. C'est extra simple. Pourquoi? Tu te positionnes sur un bien qu'on a sélectionné pour toi, tu te positionnes dessus, tu claques des doigts, t'envoies l'argent,
c'est un petit papier d'offre hein, qui est accepté en général dans les 30 minutes, l'autre côté, avec le locataire ou son agent qui a le pouvoir de le faire. Ça part tout de suite au Title Company. Title Company, c'est l'équivalent du système notarié, mais sauf que là, c'est pas un système notarial, c'est plutôt un système de lawyer, d'avocat. Ça part là-bas. Et là-bas, en fait, on fait pas des recherches excessives sur le bien, blablabla, on s'en fout complètement. On dit juste que monsieur untel, qui dit être le propriétaire, vend l'appartement à monsieur untel qui veut l'acheter et qui a démontré qu'il avait les fonds. À partir de ce moment-là, il y a un enclenchement plutôt juste de papier. C'est juste rédiger les papiers correctement, tout simplement. Et le Title Company, dans ce 1,2% en fourchette jusqu'à 2,6%, il y a une assurance dans ça. Et en fait, on dit que, admettons qu'une grand-tante, un oncle ou le fils de la boulangère disent « Mais non, c'était pas son appartement, c'était le mien, parce qu'en fait, c'est nous qui l'avons acheté en premier. » Par exemple. Et ben, le Title Company, dans ce que tu as payé, tu as payé une assurance qui fait qu'on protège ton title, ton titre, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si, effectivement, il venait être dit que ce que tu as acheté, c'était pas lui qui devait te le vendre, mais c'était plutôt lui, parce qu'on a déterminé que c'était lui le propriétaire, tu vas être complètement indemnisé au prix du marché de ton truc. Tout simplement. Donc il n'y a absolument aucun risque et personne ne s'ennuie avec rien. J'ai jamais eu le cas, on m'a jamais raconté ça, je crois que ça arrivait plutôt avant, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand des documents avaient été brûlés ou perdus, des choses comme ça, et puis t'avais dans la famille, mais non, en fait c'est moi qui ai hérité de ma mère, c'est pas mon frère, c'est machin, donc ça pouvait peut-être créer des problèmes. Aujourd'hui j'ai jamais vu ça, mais pour dire, c'est entre 10 jours et 3 semaines maximum pour être propriétaire aux États-Unis. Le plus chiant, souvent, et le plus long, c'est de faire venir les fonds. Ouais. Ça prend des fois 8 à 10 jours de faire venir les fonds, et parfois ça fait attendre la vente, ça bloque la vente, parce que voilà. J'ai acheté récemment un appartement sur coup de fil, parce qu'avec mes agents maintenant, confiance, donc j'achète sur coup de fil, ce que j'appelle des offres pocket. Il y a déjà un locataire dedans. Comme je paye cash et qu'on travaille avec des bureaux de closing qu'on a l'habitude de travailler, en 10 jours, je suis propriétaire. Donc 10 jours après, je touche déjà mon premier loyer. C'est pas beau ça? Ça c'est extrêmement bénéfique. Donc au niveau juridique, tout ça c'est super facile. Après au niveau gestion, à chaque fois que nous on vend quelque chose, de toute façon derrière on a toujours la gestion. On va pas laisser le client dire bon ben voilà, vous avez acheté un super appartement, c'est génial, on vous a dit que vous pouvez faire à peu près 10%, hein, et puis démerdez-vous. Ah non, c'est pas du tout le cas. La gestion aux États-Unis, en fonction de l'endroit où on est, c'est soit 10% du loyer, soit 7% du loyer, ou sur l'Ouest, tiens-toi bien, c'est $49 par mois. C'est mon agent qui a développé avec un Canadien une franchise de gestion. C'est la moins chère des États-Unis. Pour le moment, elle est sur la côte ouest uniquement. Ils ont fait 3 franchises. Ils viennent de vendre 3 franchises. Je pense que ça va s'éclater sur la Floride très très vite. Et donc pour $49, tu peux faire. Dans la gestion, il y a quoi? La recherche du locataire. La plus chère, c'est qu'ils te prennent le premier loyer. La moins chère, c'est très rare. Pas avec moi en tout cas. La moins chère, le middle, c'est on te prend la moitié du loyer. Et chez mon agent du centre-ouest, c'est $399 pour la recherche d'un locataire et après c'est $49, quel que soit le prix du loyer. Ça peut significativement faire augmenter ta rentabilité. C'est surtout dans la gestion qu'on essaie de faire avoir la rentabilité. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est t'as jamais un coup de fil. S'il y a un souci avec le locataire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai la clim qui marche pas, j'ai peu importe quoi, tu règles des curseurs avec ta gestion. C'est-à-dire qu'en dessous de $500, par exemple, tu n'agis pas, et au-dessus de $500, c'est toi qui agis. C'est eux qui utilisent les contracteurs, c'est eux qui font tout ce qu'il faut, c'est eux qui interviennent. Enfin, tu n'as absolument rien à faire. En termes de comptabilité, c'est là où tu interviens juste. Tu as un lien direct avec ta comptable aux États-Unis que nous on te conseille. Après, tu es libre de prendre qui tu veux. Si les gens sont à l'aise en anglais, moi je conseille des comptables américains parce qu'ils savent vraiment très bien ce qu'ils font. Après, et ils sont des prix corrects. Et les Français aux États-Unis ont tendance à faire payer leur service plus cher parce qu'ils parlent la langue en fait. Et souvent, et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est les métiers où il n'y en a pas beaucoup, voilà, c'est ça. Donc du coup, ils font ça. Donc on propose ça. Tu as un lien direct avec ton comptable. Le lien direct que tu as avec ton comptable, ça va être quoi? Ça va être chaque année, à la fin de l'année, prendre les statuts de ton gestionnaire,
c'est-à-dire les loyers qui sont rentrés, les travaux éventuels qui ont été faits, les HOA s'il y en a eu, enfin blablabla, c'est un état de compte, hein, et tu transmets l'état de compte à ta comptable. Ta comptable ventile tout ça dans ta comptabilité, fait ton annual report, équivalent de ton bilan comptable, t'as $150 à payer, et voilà. Moi, un portefeuille comme le mien, j'ai négocié avec ma comptable, elle me prend $250 par bien. Donc chaque bien, c'est $250 pour gérer la comptabilité complète et ventiler complètement la chose. Après, ça va dépendre de l'importance de ton portefeuille. Sur ton premier bien, si tu n'as que un bien, tu peux monter à $400 par an de comptabilité. Certains prennent 500. Pourquoi? Petite explication supplémentaire, comme tu le sais, une société LLC, l'équivalent peut-être un peu d'une SCI en France, enfin, on l'utilise comme ça en tout cas, c'est pas l'équivalent mais on utilise la LLC de cette manière-là, il faut qu'elle soit incorporée. Incorporée, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut qu'elle soit enregistrée dans l'État, etc. Mais il faut que tu aies un gestionnaire. Et le gestionnaire, souvent, c'est ta comptable. Et ta comptable, en fait, prend un petit quelque chose en plus pour ouvrir tes courriers et t'envoyer tes courriers et des choses comme ça. Donc, elle prend un petit quelque chose en plus. Donc, faut quand même compter, je pense, entre 4 et $500 sur le truc, sur ton premier bien. Et après, plus t'en auras, plus ta comptable va te dire, écoute, c'est autant sur truc. Donc, voilà un petit peu, je crois, pour développer la chose. Je prends peut-être 10 secondes en plus pour dire quelque chose qui est complètement important. Quand tu es décidé à investir aux USA, quand tu sais que tu vas le faire, moi ce que je conseille de faire, c'est créer sa LLC, on s'en occupe, ouvrir son compte bancaire, on s'en occupe, et ensuite transférer les fonds que tu vas allouer à ton achat sur la LLC. Pourquoi? Parce que comme je l'expliquais, moi je travaille avec des agents, ces agents-là souvent me dégotent des offres pocket. Et on m'appelle et on me dit j'ai un super coup, c'est ça, tu prends ou pas? Et ces agents-là ont l'habitude de travailler avec une dizaine d'investisseurs et ils appellent au fur et à mesure. Le premier qui dit oui, c'est le premier qui dit oui. Et moi, je fais profiter de ça aux gens avec qui je travaille. Mais si tu fais ça, c'est pas le moment de me dire à ce moment-là, oui, d'accord, je prends. Ah, mais j'ai pas créé ma LLC, j'ai pas transféré l'argent, et t'as perdu l'offre et c'est pas bon. Et les Américains aiment bien que ça claque des doigts et que ça soit fait. Donc toi, je conseille cette procédure avant. Je fais ma LLC, je verse les fonds et après je peux me positionner sur le marché très très vite et faire des bonnes affaires à l'achat. Ouais. Ok, super. Bon, on va pas aller plus loin au niveau des taxes parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions, mais voilà, si après vous en avez, vous mettez dans les commentaires et puis je mettrai aussi un lien vers ton contact donc dans la description. Je voudrais parler vite fait de quelque chose qui inquiète, c'est les voitures qui font du bruit. Un truc qui inquiète beaucoup, c'est les crashs financiers, les crises économiques, les trucs comme ça, et aussi les tendances. Comment ça va se passer sur les années qui arrivent, etc. Moi, c'est ce que je regarde notamment. Je parlais tout à l'heure que j'investissais au niveau des routes de la soie, etc. Je sais que c'est des choses qui prennent de la valeur, tu vois. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution du marché pour les années à venir? Alors, on n'est pas devin, c'est sûr, mais comment est-ce que tu vois l'évolution du marché et éventuellement les soucis avec les crises financières, les crashs, les trucs de l'immobilier, comme on avait vu en 2009, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu vois l'évolution du truc, tout simplement? Je me répète, mais voilà quoi. C'est finalement très simple à discuter de ça. J'en discute très souvent. Tu sais, je vais faire un relationnel qui est, voilà, il est comme ça. Le tsunami. Avant qu'il y ait ce drame en Thaïlande, le mot tsunami, on ne le connaissait même pas. C'est après qu'on a commencé à savoir ce que c'était qu'un tsunami. C'était en 2000, je sais plus combien, 2001. Les crises ou les bulles financières, les choses comme ça, j'ai l'impression c'est les subprimes des États-Unis en 2008 qui ont un peu fait peur avec ça. Oh là, on peut avoir des crises, machin. Il faut quand même savoir que quand tu regardes, moi je suis très bourse, je suis très analyse technique sur les années passées, mais il faut savoir que les crises sont cycliques. Et tous les 10-12 ans, tu as une crise. Ça remet un peu les compteurs à zéro, des gens qui ont exagéré, des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça remet un peu les compteurs à zéro. On va pas rentrer dans le détail. Moi, ce que j'en pense de ça, c'est que, et c'est pour ça que je conseille toujours à mes clients, ce que vous investissez à l'étranger, il faut pas me dire un an après, moi je veux récupérer mon argent très très... Ça, on peut le faire évidemment, ça marche, hein, mais je veux dire qu'il faut pas en avoir besoin tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, si tu te trouves dans une crise, il n'y a pas que du mauvais. Si tu as du cash, ça va te permettre d'acheter à bon compte. Dans une crise, il faut juste pas se positionner comme un vendeur.
C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut pas être baqué à une banque. Si t'es baqué à une banque pendant la crise et que t'as plus d'argent pour payer, eh ben on va te prendre ton bien à 20 000 $. Si tu l'as acheté 100 000, tu prends 80 000 dans les dents. Et donc finalement, si t'es pas vendeur, les loyers n'ont pas bougé pendant la crise des subprimes. Les loyers étaient les mêmes. Donc du coup, si tu suis mon raisonnement, au moment des subprimes, quelque chose qui était à 100 000, tu l'achètes à 20 000, mais qui était toujours loué à 1200, moi j'aimerais bien qu'il y en ait une de crise, bientôt. Donc moi, ça me fait absolument pas peur à partir du moment où t'es pas vendeur. Par contre, si tu cours après ton argent et que t'as besoin, que t'es trop serré et que les 100 000 ou 150 000 tu les as mis, tu les reveux tout de suite parce que t'as pas le choix. Si tu te trompes dans la crise, évidemment, c'est pas bon, c'est pas bon pour toi et ça peut être dangereux dans un portefeuille équilibré de ménage. Mais voilà, c'est juste, faut pas se positionner dans ce truc-là en disant j'ai besoin. Donc pour moi, les loyers bougent pas. C'est juste le prix de l'immobilier qui bouge en fonction de la demande. Maintenant, l'autre question qui était qu'est-ce que je vois dans le futur? Comme tu l'as dit, on n'est pas devin. Moi qui suis bien positionné sur la Floride, ce que je vois, c'est une Floride qui mute. Je vois une Floride qui fait des gros centres commerciaux. Je vois une Floride qui dynamise, en fait, si tu veux, qui met au cœur la population. Elle met la population ici avec tout ce qu'il lui faut autour d'elle en faisant des espèces de micro-quartiers. C'était pas organisé comme ça, la Floride. La Floride, faut savoir que c'est un gros marécage au départ. Et ça s'est organisé un petit peu, entre guillemets, sauvagement avec les années. Et puis maintenant, ça se fait de plus en plus. Et j'ai même l'impression que le parc se renouvelle, le parc se redynamise. Et l'ensemble des bâtiments, moi je vois bien sur le sud Floride, il y a des bêtes petites maisons, il y a des bêtes multifamilies sur un étage qui valaient rien avant, personne n'en voulait. Aujourd'hui, tout le monde les veut, quoi. Tout le monde les veut pour faire un deuxième ou un troisième étage et tout le monde a envie de faire. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a une école, ça y est, il y a des centres commerciaux. Il y a beaucoup d'argent là-bas et on est en train de vraiment valoriser le commerce pour tous ces early birds ou tous ces voyageurs qui viennent du Canada ou beaucoup d'Europe au final et qui ont des besoins. Et on répond à ces besoins-là avec vraiment des masses d'argent. Je me demande si c'est pas depuis le début de l'année 160 ou 170 milliards qui ont été injectés dans des projets commerciaux pour dynamiser tout ça. Donc moi ce que j'en vois, c'est que chaque quartier que je vois aujourd'hui, on y voit des opportunités d'acheter quelque chose parce qu'on sait que là il va y avoir des emplois. Moi par exemple, tu vois, j'ai plusieurs appartements dans la région de Cap Canaveral. Alors tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Il y a rien. Et c'est vrai. Il y a pas grand-chose. Il y a un peu des commerces, il y a un peu bien sûr des outlets, etc., des Walmart, il y a tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus dynamique, mais il y a le centre spatial. Le centre spatial, c'est 60 000 emplois. Les appartements que j'ai, c'est principalement des gens qui travaillent là-haut, quoi. Il y a une demande locative et c'est pour ça que nous on fait des analyses et surtout mes agents font des analyses très personnelles, très perspicaces en termes de ville, ce que la ville va projeter, quand, comment, dans quel délai, et essayer de modéliser les quartiers qui vont se dynamiser. Et on se positionne. Voilà, après on n'est pas Madame Irma, on n'a pas une boule de cristal, mais en tout cas les chiffres parlent souvent d'eux-mêmes. Il y a des choses, tu sais que ça va se faire, tu sais qu'il y a des choses qui vont se développer. Tu vois, moi quand je te disais, les apparts en Chine, notamment celui qui était en face du nouveau centre-ville, on sait aussi que là, moi où j'achète à Guiyang, personne qui connaît Guiyang, mais c'est là où ils ont posé maintenant le big data depuis, tu vois. Et le big data chinois, tu sais que c'est un truc énorme. C'est là aussi où on a Foxconn qui s'était installé, tu vois, les usines taïwanaises d'Apple et compagnie, quoi. Et c'est toutes des choses qui étaient en train d'arriver quand moi j'ai commencé mes premiers investissements en Chine. Et voilà, si tu as quelqu'un qui est sur place, une équipe, tu vois, qui est sur place et qui voit un petit peu ces choses-là, ils peuvent, eux, par contre, un peu faire Madame Irma et prédire ce qui va se passer et ce qui va prendre de la valeur. Ça prend du sens, quoi. Je rajoute un point sur ça. Tu as complètement raison et c'est un truc sur lequel j'aurais peut-être dû insister. Je suis pas agent immobilier. Je suis consultant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour être agent immobilier, il faut avoir un SSN, un Social Security Number. Il faut habiter aux États-Unis et il faut faire les cours pour ça. Donc moi je suis pas agent immobilier. Par contre moi ce que je partage aujourd'hui c'est toute mon expérience à la recherche de ces gens-là qui sont des natifs, qui sont des locaux. C'est eux qui ont les pockets offers, c'est eux qui savent comment ça se passe, c'est eux qui ont le background, qui vont dire tu sais ici avant il y avait rien, ici c'était comme ça, moi je connais le maire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et il faut savoir aussi que tout est tellement transparent aux États-Unis qu'on connaît même les plans de développement des villes à l'avance. Ils sont obligés de les publier. Obligé. Donc, s'il y a un centre commercial qui va y avoir, s'il y a un quartier qui va être rasé, s'il y a des améliorations, des améliorations qui vont être faites, tu le sais tout le temps. C'est complètement transparent, ce marché. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, même si je me qualifie d'agent immobilier, je dirais aux gens, mais me faites pas confiance.
j'habite pas là-bas, arrêtez. Moi, ce que je vous propose, c'est justement de vous faire partager mon réseau d'investissement, parce que j'ai investi là-bas, je suis très investi là-bas, et je vais vous mettre directement chez des gens avec qui on va pouvoir dire, ok, là on se lance, ces gens-là savent ce qu'ils disent, parce que moi, je profite des mêmes offres, en tout cas, que je peux proposer à tous les clients que j'accompagne. Et ça, c'est vraiment important de le dire, c'est être avec des gens locaux. Ouais. Tout à fait d'accord, là je peux pas être plus d'accord avec toi, c'est pareil. Pareil, moi je travaille aussi avec des Chinois, tu vois, qui mangent avec le maire ici sur Pattaya, des trucs comme ça, donc tu vois qu'il y a quelque chose aussi derrière cette logique-là, on n'en parle pas assez, il faut insister là-dessus. Et je sais pas, agent immobilier non plus, vraiment c'est le réseau qui fait tout au final, c'est les relations qui font tout. Pour conclure, j'ai une question qui est un petit peu décalée, peut-être, je sais pas si c'est en rapport ou pas, mais qu'on me pose aussi de temps en temps, notamment pour la Thaïlande. Est-ce que investir aux États-Unis te donne droit à une carte verte, à des facilités pour t'installer là-bas, pour les visas, ce genre de choses, tu vois? En Thaïlande, pas forcément, sauf si tu crées une société, que cette société embauche, que tu as mis au moins 50 000 euros dans cette société, ce genre de choses. Là, tu peux avoir un visa business, ce genre de choses. Mais c'est pas forcément logique, c'est pas forcément automatique. Par contre, voilà, quand on me dit voilà, on va mettre 300 000 en Grèce ou je sais plus combien, là forcément tu as des facilités pour t'installer en Grèce et éventuellement avoir un double passeport. Qu'en est-il pour les États-Unis de cette fameuse green card ou des facilités pour le visa? Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'immobilier pour faciliter tout ça? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps aussi. Il faut savoir que l'investissement immobilier aux USA ne donne absolument pas accès à quelconque visa. T'as plein de types de visas aux États-Unis, mais les visas qui vont plutôt être qualifiés d'investisseurs, c'est quoi? C'est le visa E2. On va faire très court. Visa E2, c'est quoi? C'est investir une somme substantielle. Substantielle, c'est minimum 100-150 000 dollars dans une entreprise. Donc dans un business qui est déjà effectif et que tu rachètes. Somme substantielle qui est susceptible d'être perdue. Donc c'est pas quelque chose que tu investis à fond sûr. Tu vois, il faut vraiment montrer que tu t'investis dans le truc. Après, il y a des règlements derrière, il faut qu'il y ait des Américains qui soient embauchés, il faut que tu crées de l'emploi dans le secteur, il faut surtout pas que tu viennes manger l'emploi des Américains. Ils ont complètement raison, ils protègent le marché et si tout le monde faisait comme ça, si tout le monde gardait un petit peu ses petits, ça serait bien. Maintenant, il y a une autre loi qui dit que, là c'est un visa investisseur, tu peux par exemple obtenir une green card avec 500 000 dollars d'investissement. Mais ce sont 500 000 dollars qui sont investis dans des collectivités. Et ces collectivités-là, en fait, vont démontrer au bureau d'immigration, d'investissement, etc., vont démontrer que tes 500 000 dollars ont servi à créer au moins 8 emplois américain. S'il démontre ça, alors tu obtiens ta green card avec 500 000 dollars. Le visa E2, par contre, tu n'obtiens pas ta green card, tu obtiens juste le droit d'être sur le sol américain, tant que ton affaire est rentable et tant que tu maintiens de l'emploi aux États-Unis. Si ton affaire chute, on va te demander de la relever. Si elle ne se relève pas, tu seras appelé à sortir. Si tu revends cette affaire-là à quelqu'un d'autre, pareil, tu seras appelé à sortir. Il faudra racheter une autre affaire éventuellement. L'autre moyen d'avoir sa green card aux États-Unis, c'est participer à la loterie qui est en octobre et novembre et obtenir sa fameuse green card. Mais l'investissement immobilier purement et simplement, 100 000, 200 000, 300 000, ne donne rien du tout. Il faut même savoir que par exemple, si tu peux, ça c'est une question qui m'est souvent posée à moi, si tu peux subvenir avec tes besoins, par exemple, tu as fait 400 000, mettons, reprenons 500 000, l'exemple des 500 000. Tu as investi 500 000 dollars aux États-Unis et tu fais 50 000 dollars par an de chiffre net dans ta poche. Tu peux parfaitement subvenir à tes besoins, c'est pas un problème, mais tu crées rien. Tu crées pas d'emploi, tu fais rien. Donc ce type de structure-là ne te donnerait pas accès, bien que tu aies investi 500 000 dollars, ne te donnerait pas accès à une green card ou à un quelconque visa pour pouvoir rester sur le sol américain. Il faudrait que tu transformes tout ça en employant des gens et en donnant de la valeur ajoutée pour les États-Unis, en fait. Donc tu arriverais même encore avec 2 millions d'investissements, machin et compagnie, si tu n'emploies personne. C'est pas le but et c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc voilà un petit peu pour faire le tour des visas. Donc non, ça ne donne pas accès à quoi que ce soit.
Ouais, c'est bien de le noter, j'en ai pas parlé pour la Thaïlande, mais on est sur la même logique. Tu vois, moi j'ai un visa BOI justement, Board of Investment ici. C'est pareil, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Et si tu veux le mettre en lien avec l'immobilier, il faut effectivement que ça crée de l'emploi, etc. Ou bien tu peux acheter une société aussi qui achète après des biens immobiliers, mais c'est pareil, il faut un capital minimal. Et pour chaque personne qui a un visa business, il faut avoir 3-4 personnes taille embauchées. On est sur la même logique. Donc c'était important de le préciser parce que moi on me pose beaucoup la question, donc je suppose que ça revenait aussi pour toi. Bon, voilà, je pense que ça nous donne déjà une belle vision du marché immobilier américain, tu vois, par rapport au marché immobilier chinois que j'ai évoqué sur cette chaîne, au marché immobilier thaïlandais que j'ai évoqué sur cette chaîne. Et je te remercie grandement pour toutes ces informations. Et encore une fois, si vous voulez avoir plus d'infos, je vous mets les liens pour contacter Sébastien ici dans la description. Et puis, voilà, un petit mot pour la fin, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, qui hésite encore un petit peu. Le petit mot de la fin, quelqu'un qui veut se lancer, qui hésite un petit peu, prendre contact avec moi. Moi, je suis pas là pour vendre mes trucs. Je sais pas si je vais le faire comme ça, mais le type d'offre que je fais, en tout cas, ce sont des offres où je prends contact avec la personne. Donc, elle vient. Il y a deux types d'offres. Il y a un type d'offre qui est de l'achat jusqu'au moment où c'est vendu et c'est loué. Après, je disparais, entre guillemets. Il est en contact avec les agents, les comptables, il a tout ce qu'il faut. Et l'autre type d'offre, c'est que je reste avec lui pendant 1 an. Toutes les questions qu'il a à poser pendant 1 an, les problèmes, les choses qui pourraient lui venir, etc., sa gestion et compagnie, parce qu'il y a tellement de questions qui sont posées, je fais ça. Pour se lancer, il faut prendre contact. Je prends du temps, c'est du Skype ou appel téléphonique, Messenger. Je reste souvent 1 heure, 1 heure et demie. On globalise le projet. Et une fois qu'on a bien marqué le territoire de ce projet-là, on prend position pour ça. On donne déjà pas mal d'informations ici. Il y a encore beaucoup d'autres informations à connaître. Si tu veux te lancer aujourd'hui, c'est que tu as un peu de cash ou que tu as vraiment envie de le faire. Et à ce moment-là, il faut prendre contact et avancer. On est maître de son destin. Voilà. Et en tout cas, merci à toi de m'avoir reçu. Je t'en prie. Ouais, puis vraiment insister là-dessus. Au final, les informations, on peut en trouver énormément, que ce soit pour l'investissement en Thaïlande, en Chine ou aux États-Unis. Ce qui est important maintenant et ce qui est le plus essentiel, je trouve, moi, personnellement, c'est le réseau, les relations, les personnes sur place, les personnes de confiance. On sait qui gèrent des trucs, quoi. C'est pas des gens qui arrivent, qui repartent, etc. Je pense que c'est ça aussi l'essentiel. Grand merci. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Quand je rate la fin de la vidéo là, laissez-les dans les commentaires. Et puis on se dit à très vite pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et allez checker un petit peu les liens dans la description. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.